Alors souvent ça se passe plus ou moins comme ça. Et encore, ça c'est quand on se fait pas ghoster. Alors imaginons, vous avez des prospects, à savoir des gens qui pourraient potentiellement devenir des clients. Ils ont l'air d'aimer vos photos, vous envoient même parfois peut-être des messages, toutes les cartes de visite que vous avez laissées dans les commerces du coin ont disparu, ou même votre cousin vous a dit que son collègue cherchait un photographe et qu'il lui avait parlé de vous, mais personne ne vous contacte et on dirait que personne ne veut vraiment vous engager en fait. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est où que ça coince? Bah c'est parce qu'ils font des photos de merde, c'est tout. Bah non, vous savez déjà ce que je vais vous dire, c'est pas forcément ça le problème. Bah ou alors ils sont trop chers. Bah alors je connais pas vos tarifs, mais comme ça d'intuition et d'expérience, je dirais que c'est pas ça là non plus qui coince. Vous êtes probablement même pas assez cher, donc soyons clairs. Voilà. En fait, si vous avez l'impression d'avoir des prospects qui ne vont pas au bout du processus et qui ne vous engagent pas, même s'ils ont à un moment donné eu de l'intérêt pour votre travail, c'est que, comme on dit dans le jargon, vous n'avez pas réussi à les convertir. Et si on n'est pas tous égaux face au problème, parce qu'il y a parfois aussi une question de chance, une question de réseau, de qualité de travail bien sûr, et aussi de timing, il existe malgré tout quelques règles ou disons quelques considérations à prendre en compte quand vous voulez en fait éviter de faire fuir vos potentiels clients en cours de route. Du coup aujourd'hui je vais vous aider à optimiser ce processus. Ça veut dire qu'on va parler de site web, que ce soit au niveau de la forme mais surtout du fond, de communication et de comment convaincre les prospects que vous êtes le photographe qu'il leur faut en fait. Et on va faire ça en 5 ou 6 gros points essentiels divisés en 1 million de petits conseils à tous les niveaux. Point numéro 1, l'importance de la présentation. Présentez-vous professionnellement. Mais encore. Alors aujourd'hui, on va partir du principe que vos clients peuvent venir de toutes parts. De votre compte Insta, d'une carte de visite que vous avez laissée chez le boulanger, ou même une recherche Google, et qu'ils tombent sur votre site web. Parce que j'imagine bien entendu que vous avez un site web. Donc si vous avez un site web, il y a probablement des choses à revoir. Mais si vous n'en avez pas, cette vidéo devrait vous mettre sur la bonne voie pour en créer un. Parce que oui, à mon avis, pour plein de raisons dont on va parler, vous avez besoin d'un site web pour être en mesure de bien vous présenter, présenter votre travail et initier la communication. Alors évidemment, si je vous dis site web, vous pensez sûrement à une page galerie, une page contact, une page de présentation. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que ça et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, votre site, il doit avoir l'air pro. Qu'est-ce que ça veut dire pro? Je vais commencer par les points techniques, mais après on rentre dans le gras du sujet, vous allez voir. Et j'espère que certains ne se sentiront pas trop jugés, parce que c'est pas le but, mais je vais clairement faire la lumière sur certains points qui peuvent faire mal. Un peu. Donc première chose, pro comme propre. Votre site doit être propre, avec une mise en page claire et agréable, pas de surcharge des pages, des images de bonne qualité, une police de lecture lisible, donc pas de gris clair sur gris un peu moins clair, et un minimum, voire pas du tout de faute d'orthographe, donc je vous encourage à faire relire si nécessaire. S'il y a une faute d'inattention de temps en temps, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, mais bon, vaut mieux éviter quand même. Ensuite, il doit être fluide, c'est-à-dire se charger rapidement. Parce que quand c'est galère de passer d'une page à l'autre, ça donne pas envie de rester forcément. Et je sais que ce point peut être un défi quand on est photographe et qu'on veut présenter nos images au meilleur de leur forme. Logique. D'ailleurs, moi-même, j'ai un site un peu lourd que j'essaye d'alléger parce que même en optimisant les images pour le web, ce que vous devez faire, et en limitant ces saloperies de plugins mous du genou, la structure même du site en CMS de WordPress est un peu chaotique, donc voilà. Mais du coup, une piste comme ça, si vous n'avez pas de blog, ça vaut peut-être le coup de faire appel à un développeur ou un tuto pour générer une version statique de votre site web via votre hébergeur. En gros, ça va transformer votre entremêlement dynamique PHP en un joli HTML tout simple qui sera plus rapide à charger. Et évidemment, il faut le mettre à jour à chaque changement, mais personnellement, c'est mon intention. Troisième qualité d'un site pro, il doit être facile à naviguer et intuitif. C'est très important que naturellement, les visiteurs du site comprennent où ils vont trouver l'info qu'ils cherchent. Du coup, le plus souvent, aller à l'essentiel est une bonne démarche pour éviter de rendre le site indigeste et décourager les prospects. Essayez de ne pas dépasser, disons, 7-8 sections dans vos menus, ne faites pas de remplissage pour faire genre parce que ça sert à rien. Comme ça dit. Et puis aussi, votre site doit être responsive. Vous connaissez probablement ce mot, mais sinon, ça veut dire que sa mise en forme va s'adapter en fonction de la taille de l'écran sur lequel il est consulté pour garantir que la navigation reste confortable sur tous les appareils. Si vous partez sur des services comme Squarespace ou Wix, normalement ce sera le cas. Si vous décidez d'acheter un thème WordPress, la plupart sont responsives, mais vérifiez quand même que ce soit le cas et aussi que il vous plaise en fait dans toutes ses formes. Mais donc, de manière générale, pour vous aider avec ces 4 points, propreté, fluidité, intuitivité et responsivité, si vous décidez de faire votre site vous-même, vous pouvez acheter un nom de domaine et l'espace en ligne, enfin c'est plutôt une location, via OVH par exemple, et passer par une plateforme de création de site web et blog qui fonctionne avec des templates.
Comme je l'ai dit, il y a WordPress qui est sûrement la plus riche parce qu'il y a plein de créateurs qui font des thèmes sublimes à des prix en plus très abordables, mais c'est aussi celle qui demande le plus d'investissement, le plus d'entretien sur le long terme, et parfois des nerfs bien accrochés, parce que si tout est personnalisable, ça se paie en temps et en cheveux. L'avantage, c'est qu'une fois que le template est payé, souvent entre 20 et 60 euros, vous n'avez aucun frais de fonctionnement inhérent à la plateforme. Et le support, si vous avez des questions, etc., est en général inclus avec le thème pour 6 mois. Il y a aussi Squarespace, donc, qui est la plateforme qui me semble la plus facile et intuitive. Ils ont de superbes templates, bien que moins personnalisables, et un service général vraiment top avec une équipe accessible par chat pendant la semaine, ce qui est super chouette en fait. Mais par contre, ça constitue un frais en continu, et donc du coup, c'est pas la solution la plus économique. Et puis il y a Wix, qui a eu longtemps mauvaise réputation, notamment à cause de ses designs, mais aussi à cause de son nom de domaine un peu moche en version gratuite, qui est en fait devenu vraiment un formidable outil, complet, en version premium évidemment. De nombreux templates, beaucoup de personnalisation, mais vu que la plateforme s'est complexifiée avec le temps, elle est aussi un petit peu moins intuitive que Squarespace, mais davantage que WordPress. Et j'ajoute aussi My Portfolio, le service d'Adobe, dans les options. Il est beaucoup moins personnalisable et le e-commerce n'est pas disponible, mais c'est très clean, très pratique avec l'update et la conversion automatique des images pour les galeries via Lightroom, et puis surtout, c'est inclus si vous avez un abonnement Creative Cloud. N'importe lequel. Mais bon, au-delà de ces points techniques, je vais insister sur un 5e point qui est que votre site doit être personnel. Pour moi, c'est super important, voire essentiel si on veut sortir du lot. Vous avez déjà dû remarquer que beaucoup de sites de photographes se ressemblent. Fond blanc, carrousel ou grille en homepage, une signature en guise de logo, et voilà. Et loin de moi l'idée de vous juger si vous avez ce type de site ou de logo, mais vous devez avoir conscience que suivre les codes qui semblent exister ne fera pas de vous un photographe plus sérieux ou digne de confiance pour autant. Suivre ce genre de tendance, ça a l'avantage d'être très lisible, très propre et aussi très familier pour les clients potentiels en général, mais je pense que ça manque vraiment d'un truc en plus. Alors bien sûr, vos photos parlent d'elles-mêmes pour montrer la qualité et la personnalité de votre travail. Et ça reste le plus important. Mais si vous voulez qu'un client vous engage, souvenez-vous que c'est pas juste vos photos que vous vendez, mais un service, une approche et une vision. Du coup, on va passer au 2e gros point essentiel pour séduire vos clients avec votre site. Votre site doit vous représenter. N'hésitez pas du coup à infuser votre personnalité dans toutes les pages de votre site web. Sortez des codes si vous en avez envie. Ne faites pas comme les autres parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire. Tant que ça reste propre et lisible, évidemment, soyez unique. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes et d'être un humain avant tout, en fait. Par exemple, niveau logo ou charte graphique, il suffit souvent d'un tout petit truc. Il n'y a pratiquement rien à changer, mais ça change tout. Et dans la même vibe, même si c'est pas interdit, et même si certains clients apprécient parfois, moi j'éviterais d'écrire des phrases du genre j'aime capturer des émotions ou les instants, ou je suis un créateur de souvenirs, par exemple. Ces phrases sont en fait très descriptives du métier de photographe social en règle générale, et encore une fois, elles sont pas interdites, mais la plupart des gens les liront sans les lire en fait, parce que c'est un peu trop évident. Ça va rarement les marquer parce qu'elles sont sur tous les sites. Je vous encourage plutôt du coup à écrire qui vous êtes vraiment, ce que vous faites vraiment, ce qui compte vraiment, et puis les valeurs que vous avez et que vos clients partageront peut-être. Bienveillance, décalage, communication, anticonformisme, rêve, créativité, inclusivité, pour n'en citer que quelques-uns. Et même sans les nommer, vous pouvez les exprimer partout sur votre site en réalité. Gardez juste en tête que l'idée, ça va être de montrer un peu qui vous êtes et la manière dont vous travaillez. Il y a des mots, c'est vrai, qui expriment un peu plus que d'autres. Par exemple, authenticité, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais il est aussi tellement connoté qu'il a perdu de son sens en fait. C'est pareil pour créativité d'ailleurs. Le truc qu'il faut savoir, c'est que quand une personne recherche un photographe, elle va souvent avoir plusieurs sites ouverts en même temps. Elle est souvent en mode comparaison en fait. Et non, c'est pas forcément le prix qui va entrer en jeu, mais on va en reparler un petit peu plus loin. Donc, si vous sortez du lot et si vous arrivez à lui donner envie de se connecter à vous et à votre service, bah vous avez tout gagné. Dans votre section About ou Qui suis-je ou que sais-je, une section que sais-je, là où vous vous présentez donc, je vous encourage aussi d'ailleurs à mettre une photo qui vous ressemble. Et je sais qu'a priori, vous vous ressemblez. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit pas être forcément une photo de vous avec un appareil photo à la main. Parce qu'on a compris que vous étiez photographe. Ou en noir et blanc, parce que tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Oui, ça pique un peu ça. Vous faites de la guitare, vous avez un chat, vous êtes fan de café, vous adorez voyager ou partir à l'aventure. Bah pourquoi ne pas utiliser une image qui vous montre vous en tant que personne entière et authentique. Et oui, je sais, ce mot sonne un petit peu creux, vous avez vu, mais vous voyez où je veux en venir. N'ayez pas peur de ne pas rentrer dans le moule du
photographe professionnel. Parce que parfois on a l'impression qu'on devient crédible en tant que photographe pro une fois qu'on a enfilé le costume au fait et qu'on a coché toutes les cases. Mais on court le risque de tous se ressembler au final. En tout cas, que ce soit sur votre photo, dans votre description ou même partout ailleurs en fait sur votre site, je vous encourage vraiment à garder une identité et un ton constant qui vous représente et qui aideront vos visiteurs à mieux se connecter avec vous et vos valeurs. Je me répète mais c'est important. Bon, passons au troisième point essentiel, ce que vous voulez vendre. Évidemment, au-delà de montrer qui vous êtes, vous devez aussi montrer ce que vous voulez vendre. Et à cette question, la réponse ce n'est jamais des photos. Mais ce sont des photos particulières de par leur style, leur genre, leur utilité et leur valeur via des prestations guidées par votre démarche personnelle et spécifique. Ça veut dire que vu que vous ne voulez pas juste vendre des photos, vous ne devez pas juste montrer des photos. Et la première chose à faire sur votre site pour attirer non seulement des prospects, mais en plus les bons prospects, c'est de ne pas montrer ce que vous ne voulez pas vendre. Ça paraît logique comme ça, mais la tentation, surtout quand on débute, c'est surtout de montrer toutes ses meilleures photos, alors qu'elles sont parfois sans rapport avec l'activité qu'on veut développer en fait. On montre notre meilleur travail en mode « regardez ce que je sais faire ». Mais il faut savoir que bien souvent, le client, il s'en fout un peu que vous sachiez faire des superbes photos de fleurs. Si lui, il recherche un photographe pour un reportage corpo, ou un mariage, ou même un shooting féerique, ou un portrait LinkedIn, ou que sais-je. Et ça va vraiment au-delà du fait que oui, il faut privilégier la qualité à la quantité, mais il faut surtout privilégier la pertinence. Alors oui, elle est vraiment superbe, cette photo de fumée en contre-jour prise par hasard lors de vos vacances en Auvergne, mais il faut se demander si elle va vraiment consolider l'intérêt ou la confiance des prospects ou rapporter des clients. Ce qui se fait parfois, si vraiment elle est trop belle pour la cacher, cette photo de lampadaire qui illumine la nuit, c'est d'avoir une section travaux personnels. Mais là encore, évitez de montrer les photos que vous ne voulez pas ou plus faire. Si vous avez été photographe de mariage par exemple et qu'aujourd'hui c'est plus votre délire, ne les montrez pas. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des gens qui vous contactent pour ça, et vous allez vous retrouver bien embêté si ça arrive, et ça va arriver. En fait, vous pouvez pas demander à vos clients de deviner ce que vous savez faire, et encore moins ce que vous voulez faire. Et ce travail de tri, encore plus si vous avez du mal à définir votre style, je vous conseille de le répéter régulièrement parce que petit à petit, au fur et à mesure que votre identité se révélera, ce sera de plus en plus facile de virer des images. Allez, ça dégage! Et la deuxième chose importante, c'est que vu que vous devez avoir quelque chose à montrer, si vous n'avez rien à montrer, vous pouvez soit organiser un shooting en collab, si vous connaissez des gens partants à qui ça ferait plaisir ou qui auraient quelque chose à gagner. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo juste ici, et j'insiste encore là-dessus, dans une collab, il est important que tout le monde soit au service de tout le monde, ou que personne ne soit au service de personnes, en gros. Et ça se fait beaucoup dans le domaine du mariage, où tous les prestataires se rendent service pour mettre en valeur leurs compétences ou produits. Un créateur de robes, un fleuriste, un décorateur, un coiffeur, un photographe du coup, mais aussi un lieu, peuvent collaborer ensemble et partager ensuite le résultat dans leur réseau respectif. Si c'est la photo d'immobilier qui vous intéresse, vous pouvez peut-être contacter des autres sur Airbnb par exemple, qui seront potentiellement ravis d'avoir des chouettes photos pour leur listing et vous laisseront alors shooter pendant la journée ou offriront, pourquoi pas, une nuit en échange. Mais encore une fois, c'est important. Personne n'engage personne, c'est juste un échange de bons procédés. Et si vous avez du mal à trouver des modèles en collab, d'ailleurs, je vous avais publié cette petite vidéo qui va à l'essentiel. Mais bon, dans le cas où collaborer vous semble compliqué, c'est possible si par exemple vous avez déjà un bon niveau mais que vous vous réorientez, du coup vous n'avez rien à montrer spécialement au modèle et donc c'est difficile de les convaincre, vous pouvez investir dans un shooting, à savoir payer tout le monde, y compris là le ou les modèles, si ça s'applique. Mais attention, parenthèse importante, que dit la loi? Et là c'est marrant parce qu'on rentre dans le point précis qui a fait que j'ai pris tant de temps à publier cette vidéo. En fait, il y a quelques semaines, Nico DT a publié une vidéo en collaboration avec l'avocate Joëlle Verbrugge qui m'a forcé à répondre à certaines questions avant de finaliser mon script. Cette vidéo, vous l'avez probablement vue, mais si c'est pas le cas, je vous y encourage parce qu'elle est vraiment super, le lien est en description, et en plus, vous pourrez aller lui râler dessus puisqu'il est l'unique responsable de mon retard de publication. Voilà, c'est ça, oui. Unique raison, on te croit. Bref, dans la vidéo en question, Joëlle explique qu'en théorie, en France, du point de vue de la législation, on ne peut pas payer un modèle juste comme ça. Même s'il ou elle travaille à son compte, fait une facture et tout le tralala, parce qu'en théorie, encore une fois, un modèle ne peut travailler qu'avec un contrat de travail. C'est spécial, mais c'est comme ça. En comparaison, ici en Australie, il semble que les modèles puissent travailler en tant que freelance indéfiniment ou en attendant de se faire signer par une agence. Au Canada, ça semble aussi possible de se représenter soi-même, mais pour les Belges, et Joëlle me l'a bien confirmé,
C'est pareil qu'en France malheureusement. Et si vous avez des infos pour la Suisse, le Luxembourg, etc., n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ok, législation, tout le bazar, mais on fait comment pour engager un modèle du coup? Soit vous passez par une agence, soit vous vous dites tant pis, j'engage mon modèle de mon côté, je fais comme je veux. Et c'est vrai que dans la pratique, beaucoup font comme ça parce que la législation manque clairement de flexibilité, de nuances par rapport à la réalité du terrain. Moi par exemple, j'ai jamais payé de modèle, mais j'ai bossé plusieurs fois pour des clients qui payaient les modèles que je choisissais. Et absolument tout le monde pensait qu'on faisait bien, évidemment. Mais bon, tout n'est pas noir, parce que si vous êtes en Belgique, ou si vous travaillez avec un modèle belge, j'ai creusé un petit peu, et il y a peut-être une solution, pas idéale, mais plus safe, c'est de passer par la Smart. Alors la Smart c'est quoi? C'est un organisme belge qui permet, sans être indépendant et en toute légalité, de se faire payer des prestations de temps en temps, y compris quand on est au chômage d'ailleurs. En gros, ils font les factures, ils prennent une commission et ils payent le prestataire comme un employé, en déduisant les charges, etc., avec une sorte de salaire ponctuel qui est considéré comme tel dans la déclaration d'impôt. Donc c'est pas un travail de freelance, et c'est légal. Du coup, si la modèle travaille avec la Smart, techniquement, elle peut bosser pour vous. J'aurais voulu confirmer à 100%, mais j'ai pas eu de réponse au mail que je leur ai envoyé, puis j'ai aussi essayé d'envoyer des affiliés à la pêche aux infos, sans grand succès, mais bon, ce qui est ressorti des conversations, c'est que en gros, même si ça joue peut-être un peu avec les limites, on sait pas, l'État préférera toujours ça à une enveloppe sous la table. Bon, changement de sujet, passons au point 4, j'avais dit qu'on allait parler de tarifs, du coup c'est le moment. La question qui revient le plus souvent quand il s'agit de mettre en place un site web de services photographiques, c'est faut-il afficher ses prix? Alors certains photographes disent que non seulement afficher ses prix, c'est prendre le risque de faire fuir les clients potentiels, mais aussi le risque que d'autres photographes les copient et s'alignent. Mais franchement, je pense que pour commencer, même si c'est parfois difficile, surtout dans un milieu qui semble aussi précaire et compétitif, il faut arrêter la mentalité de la peur. Parce que d'abord, s'ils s'alignent, tant mieux, au moins on comparera la qualité de votre travail et son style, pas juste son prix. Ensuite, comme je vous en avais déjà parlé, si votre prix n'est pas votre critère numéro 1, il s'agit d'une fausse concurrence. Vous attirez vos clients avec votre travail, pas avec vos promotions, même si c'est évidemment utile dans certains cas, mais c'est un autre sujet. Et pour finir, et c'est le point le plus important, votre site de photographe, il n'est ni construit pour vous, ni pour vos concurrents, il est construit pour vos clients. Et eux, ils adorent qu'on affiche les prix. Ça leur montre que ce qu'ils pensent vous intéresse et que d'emblée, vous prenez soin d'eux. Parce que 1, ça vous fait gagner du temps à tous les deux. Ça prouve que vous accordez de la valeur à votre temps comme au leur, vu qu'ils n'auront pas besoin de s'emmerder à vous envoyer un email pour demander vos tarifs. Ils auront l'info tout de suite. 2, parce que ça montre que vous êtes transparent. Vous savez comme parfois, vous êtes dans un magasin et que les prix sont pas affichés. Vous sortez sans rien acheter parce que ça vous emmerde. Ou quand les tarifs ne sont pas affichés sur le menu d'un resto, du coup vous dites d'office que ça doit être impayable en fait. Ici c'est pareil, affichez ces prix, ou au moins un petit à partir d'eux, ou même le montant d'un panier moyen pour leur donner une idée de ce que vos produits valent. Pour eux, c'est une transparence très agréable. Et comme je l'ai dit, si le client a plusieurs sites ouverts côte à côte, il risque de procéder par élimination et de virer ceux qui n'affichent pas leurs tarifs, parce que ça les fait chier. Et je les comprends perso, moi aussi ça me saoule. Ah oui, moi aussi ça me casse les pieds, bordel. Évidemment, certaines cibles, comme celles du luxe, sont moins sensibles au problème, mais le truc c'est que si vous n'affichez rien et que vous vous retrouvez avec des clients qui font l'effort de demander pour découvrir qu'en réalité, c'était complètement hors de budget pour eux, au final, tout le monde aura eu un espoir, aura été frustré et aura perdu du temps. Donc oui, mettez-vous à la place de votre clientèle spécifique quand vous construisez votre site web, mais mettez aussi dans la balance les possibles conséquences au niveau administratif et relationnel. Si un compromis vous tente, personnellement, quand j'étais photographe de mariage, j'avais pendant une période un petit système qui me permettait d'envoyer automatiquement ma plaquette de tarifs avec un joli message à ceux qui la demandaient. Ils n'avaient pas besoin de me donner une tonne d'informations ni d'attendre ma réponse vu que c'était instantané. Ça me permettait de garder une trace de leur contact, ça les encourageait à faire un premier pas vers moi, mais sans vraiment s'engager en réalité, et si j'avais voulu, j'aurais pu aussi les recontacter directement pour voir si en fin de compte mes services les intéressaient. J'avoue que j'avais pas trop le temps de faire ça, mais c'était possible. Et donc concrètement, sur votre page de produit, vous mettez quoi? Déjà quelques exemples de votre travail, que ce soit tout en haut ou produit par produit, parce que c'est vraiment important que les prospects aient bien en face d'eux pendant le processus de décision la qualité de votre travail de photographe. N'hésitez pas aussi à leur rappeler vos valeurs en tant que professionnel, c'est jamais perdu. Et puis si vous avez des offres précises, détaillez bien du coup ce qu'elles contiennent. Qu'est-ce qu'on a au juste pour ce prix-là? Parce que c'est pas juste cette photo complètement retouchée. C'est une expérience de 3 heures avec une préparation, des accessoires, peut-être plusieurs lieux, un processus de sélection spécifique, des impressions, un certain délai pour la réception des images finales, des options disponibles aussi, tout ça, indiquez-le. Vous pouvez même, pourquoi pas, créer un petit guide contenant toutes les infos
téléchargeable en PDF directement depuis votre site ou envoyé automatiquement via email comme je faisais, auxquels ils pourront donc continuer à accéder même sans internet et sans avoir besoin de revisiter votre site. C'est un peu comme un flyer numérique en quelque sorte. Notez par contre que vous devez dans ce cas-là bien indiquer la période durant laquelle vos tarifs s'appliquent. Par exemple, c'est pas moi 2021, printemps 2022, ce genre de choses. Parce que si entre le moment où votre client télécharge votre plaquette et le moment où il vous contacte et se passe plusieurs mois voire plusieurs années, il va pas être content de découvrir que vos tarifs ne sont plus les mêmes et c'est vraiment pas les meilleures fondations pour démarrer une bonne relation client-prestataire, évidemment. Et on en arrive au 5e point important pour éviter de faire fuir votre clientèle, c'est de bien réfléchir à votre méthode de contact. Et c'est vraiment un gros morceau, donc accrochez-vous. Pour cette section, je vais détailler 3 aspects importants. D'abord, parlons de votre adresse mail. Et j'ai bien dit mail et pas Insta ou Facebook ou Messenger parce que vous devez absolument séparer le pro du perso, y compris quand c'est une personne que vous connaissez qui devient votre client. Pourquoi ? Pour 5 raisons. Et un bonus. Ah oui, quand même. 1, ça fait plus pro. En effet, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est difficile dans tous les cas de booker une prestation très chère, mais plus globalement juste sérieuse, via les réseaux sociaux. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. En tant que client, en tout cas, moi, je trouve pas ça très rassurant en fait. Ça me donnerait plutôt l'impression de bosser avec Jean-Michel ou Jean-Micheline sans expérience, qui fait des petits shootings de temps en temps pour arrondir ses fins de mois. Deuxième raison, fonctionner par email, c'est aussi beaucoup plus pratique pour envoyer des fichiers, des devis, des contrats et tout le bordel. Troisième raison, mine de rien, en tant que client, quand on communique par email, on se sent quand même un petit peu plus libre de répondre quand ça nous arrange sans s'inquiéter d'être intrusif, comme ça peut l'être dans une messagerie instantanée, genre Messenger par exemple, même si c'est un petit peu moins le cas sur Insta. En 4, l'avantage aussi de diviser le perso du pro ou le non professionnel du professionnel, c'est que ça clarifie aussi la frontière de respect et de politesse nécessaire dans une relation client-prestataire. Parce que 5, notamment, quand on envoie un message sur une messagerie instantanée, mine de rien, on s'attend en fait aussi à avoir une réponse instantanée, inconsciemment, mais on l'attend. Et en tant que professionnel, on est tenté d'ouvrir le message tout de suite, même si on n'a pas le temps de répondre forcément dans l'instant, alors qu'on sait que le client va voir qu'on a vu et va probablement, malgré lui, se sentir heurté qu'on ne réponde pas instantanément. Ça met beaucoup de stress dans les échanges quand même, des deux côtés quoi. Ce qui m'amène au point bonus, qui est plutôt un conseil supplémentaire, dans votre messagerie, même les emails, évitez de répondre en pleine nuit. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais quand on est professionnel, on remarque que si on répond par exemple à 23h le samedi, ou plus tard, je juge pas, ça donne un peu l'impression qu'on est disponible 24h sur 24, et les clients s'impatientent alors en moyenne plus vite. Ils se disent il a répondu, donc ça veut dire qu'il va répondre super vite à chaque fois, quelle que soit l'heure. Non, on veut pas cette pression, vous voulez pas cette pression. Du coup, on fait quoi ? Les gens organisés consultent leur mail en début et en fin de journée, les gens pour qui c'est moins naturel font comme ils peuvent, mais réfléchissez quand même un peu au message que ça envoie quand vous répondez n'importe quand. Alors oui, répondre rapidement, c'est une qualité, mais essayez de pas dépasser genre 20h par exemple, ou alors répondez à la première heure le lendemain matin, quitte à programmer l'envoi, parce que c'est de toute façon ce à quoi le client s'attend au final. Et c'est aussi pour ça qu'utiliser une boîte mail est une bonne idée, parce que ça offre l'accès à tous ces outils super pratiques dont il serait dommage de se priver. Programmer un envoi par exemple, ou quand vous partez en vacances, ou si vous êtes indisponible pendant une période par exemple, il est malin de créer une réponse automatique sur votre boîte mail qui indique quand vous serez à nouveau disponible ou quand ils pourront espérer une réponse. Alors juste au passage, en temps normal, c'est quoi un bon délai ? Les personnes bien font du 48 heures de délai, les prix Nobel de la réactivité font du 24 heures et les autres indiquent leur délai de réponse sur leur site pour que les clients sachent à quoi s'attendre et n'envoient pas un ou deux rappels stressants derrière. Et je vais être honnête, la gestion des emails, c'est vraiment ma bête noire. J'ai eu longtemps un système qui m'a permis de m'en sortir plus ou moins, malgré des dizaines de messages reçus tous les jours, avec des labels, des automatisations, etc. Si ça vous intéresse que j'en parle, dites-moi, ça pourrait être un sujet sur la chaîne. Voilà, dites-moi. Et si vous en êtes adepte, qui êtes-vous ? Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le téléphone, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Moi par exemple, je laisse mon téléphone en silencieux 99% du temps. Donc même si un client arrive à voir mon numéro, il tombera sur une messagerie que j'écoute une fois par mois. Et je clarifie ça du coup en général, je communique uniquement par mail. Ils le savent, c'est tout. Mais bref, si vous aimez le téléphone, instaurez des horaires où vous êtes accessible et respectez-les. Avoir un téléphone pro ou avec une double SIM désactivable au besoin peut être une bonne solution pour éviter de tout mélanger. Ça, c'était l'aspect canal de communication à privilégier, à savoir l'email ou le téléphone. Mais parlons maintenant de l'interface à laquelle vos clients vont effectivement avoir droit s'ils veulent vous contacter. Parce que ça aussi, ça peut les encourager effectivement à vous contacter. Situation numéro 1, vous n'avez pas encore de site web, du coup vous créez au moins une adresse email pro et indiquez cet email de contact dans votre Instagram ou dans un Linktree par exemple.
pour ceux qui connaissent pas Linktree, ou aussi Instabio, que j'utilise personnellement, ce sont des petits services gratuits qui permettent de créer très vite une petite page avec des boutons configurables très simples. Vous pouvez alors ajouter différents URL ou un bouton de contact via email par exemple, en tout cas ça marche sur Instabio, et ensuite vous pouvez partager cette URL dans votre bio sur Insta ou sur Facebook notamment. Voilà. Pratique. Situation numéro 2, vous avez un site web et je vous encourage alors à le privilégier comme moyen de contact parce qu'il vous permettra de créer un formulaire de contact plutôt que de simplement fournir une adresse email pro. D'ailleurs, si vous avez une page de contact, je vous encourage à remplacer votre bouton de contact dans un éventuel Linktree ou Instabio par l'URL de votre page de contact directement sur votre site, plutôt que juste l'email. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui je ne vais pas parler des systèmes de réservation automatique parce que pour la plupart des photographes, surtout quand on débute, ça s'applique pas, soit parce que les clients sont des pros et qu'un contact humain est de toute façon nécessaire, soit parce qu'on n'a pas suffisamment de prospects pour justifier d'emblée la dépense en temps et en argent que représente la création de ce type d'outil. Mais on va parler par contre du concept de formulaire de contact, parce que contrairement à ce qu'il laisse entendre, c'est bien plus qu'un simple moyen de vous contacter. Sa qualité principale, c'est en fait de faciliter, d'accélérer et d'optimiser la communication. Il fait grandement gagner du temps. Comment ? En posant les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Il vous aide ainsi à mieux vous organiser et à répondre aux demandes des prospects plus efficacement et en étant mieux informés de ce qu'ils attendent de vous en réalité. Du coup, n'hésitez pas à créer un formulaire assez complet qui va anticiper les questions, les vôtres et celles de vos clients, qui correspond à vos formules, à vos offres, etc. Work smarter, not harder. Work smarter, non tardeur. Y a pas que toi qui parle anglais. Hein. Parce que quand on débute, on peut en vérité s'offrir le luxe de ne pas être super organisé ou efficace, c'est pas très grave, on retombe toujours très vite sur nos pieds. Mais plus ça va, et plus le succès s'invite sur votre chemin, ce que je vous souhaite, plus ces petits flottements d'apparence inoffensifs s'accumulent et vous mettent potentiellement dans des positions très inconfortables, voire impossibles. Si vous travaillez tellement que vous répondez plus aussi vite à vos mails et que du coup vos prospects et clients s'impatientent, que vous commencez à craindre qu'ils vous trouvent impolis, que ça impacte votre motivation à bosser, que vous prenez du retard dans vos retouches parce que tout devient un petit peu une corvée, que l'anxiété frappe à votre porte, beaucoup de clients et prospects comprendront, certains comprendront, mais bon quand même, hein, et certains seront sans pitié. Du coup, dès le départ, mettez en place un système aussi efficace que possible. Ok d'accord, formulaire de contact, mais du coup, quoi dans ce cogno ? Alors avant de vous répondre, je voulais vous informer quand même qu'en plus du contenu que je partage sur YouTube, je travaille en ce moment sur une formation. Alors cette formation, elle n'existe pas encore, donc j'ai pas du tout, ni maintenant, ni jamais, l'intention de flouder votre boîte mail parce que ça m'intéresse pas, je déteste ça, mais ça reste la meilleure moyen de vous tenir informé dans le cas où ça vous intéresse. Et abonnez-vous, hein, tant que vous êtes là, vous connaissez la chanson. Bon, allez, revenons à nos moutons et soyons concrets. On met quoi dans ce formulaire ? Et attention, je vais vous donner des idées, mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Je vous laisse juger de ce qui est pertinent ou superflu dans votre cas. D'abord la base. Et il vous faut évidemment le nom et le prénom ainsi qu'un moyen de contact, le numéro de téléphone, si vous le souhaitez, et ou l'adresse email à laquelle vous allez leur répondre. Ensuite, pensez aux informations qui pourraient vous être utiles en fonction du type de prestation que vous proposez. Si vous êtes photographe de mariage par exemple, n'oubliez pas de demander aussi le nom des 2 futurs mariés, pas juste un seul. Ça sera plus agréable pour votre communication et si vous engagez, vous aurez déjà leur nom pour remplir les contrats, les factures, etc. Si vous avez des formules de shooting, ajoutez un champ avec un menu déroulant qui les contient. Et si c'est pas le cas, demandez-leur quel type de prestation les intéresse. Demandez aussi la date de prestation si ça s'applique pour un mariage ou un événement spécifique, voilà. Et faites attention bien sûr à ce que ce champ ne soit pas obligatoire parce que parfois ils le savent pas encore hein, tout simplement. Mais bon, voilà, ça vous permettra de très vite confirmer ou non votre disponibilité plutôt que de tout de suite vous lancer dans des détails etc. et vous rendre compte plus tard qu'en fait ce jour-là vous aviez un mariage, un shooting ou un voyage prévu. Demandez aussi le lieu souhaité de prestation si ça s'applique, genre pour un événement, des photos d'entreprise ou un shooting dans un lieu que les clients connaissent. Et s'il s'agit d'un mariage, encore une fois, demandez par exemple plus spécifiquement le lieu de cérémonie, le lieu de réception. C'est pratique de savoir comment vous y rendre et aussi pour calculer vos frais de déplacement. Voilà. Demandez aussi, encore une fois si ça s'applique, la durée souhaitée de votre présence pour avoir une idée de la durée de la prestation ou de la formule qui leur conviendra le mieux. Dans l'exemple d'une prestation corporate, vous pourrez appliquer votre tarif à la journée ou demi-journée pour la prise de vue et la retouche. Dans l'exemple d'une couverture de mariage de 8 heures par exemple, vous pouvez conseiller au client votre formule numéro 2 de 9 heures maximum avec 300 photos traitées. Bien entendu parfois, même souvent en fait les mariés ne savent pas combien de temps ils auront besoin de vous et ça sera à vous de les aider à y voir un petit peu plus clair, mais tout ça c'est un autre sujet. Autre question possible, si vous mettez des accessoires à disposition visibles dans une galerie, comme ce sera bientôt mon cas avec ma garde-robe professionnelle, vous pouvez leur demander ce qui les intéresse. Et si vous offrez des prestations supplémentaires, comme la présence d'un maquilleur par exemple, demandez-leur si ça les intéresse, avec un système de réponse pourquoi pas un oui, non ou peut-être. C'est juste une idée.
Ensuite, une autre section sympa et utile dans votre formulaire pourrait vous aider à mieux cerner les besoins et les envies de vos prospects. Certaines questions sont très pragmatiques, comme leur demander s'ils aimeraient eux-mêmes fournir une certaine tenue ou certains accessoires. Par exemple, moi j'ai déjà intégré un placenta plastiné dans un shooting post-grossesse et c'est la maman qui me l'avait demandé et je publierai d'ailleurs ça sur Instagram prochainement. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous essayer des questions plus ouvertes, comme leur demander ce qu'ils aimeraient retirer de l'expérience, ou s'il y a une raison particulière qui les pousse à vous contacter, ou l'aspect qui leur plaît le plus dans votre travail. Et une dernière question qui peut parfois laisser perplexe quand on y est confronté, mais qui est en fait super utile, c'est de demander comment ils ont entendu parler de vous. Via un ami, via un réseau social particulier, via un salon professionnel, via Google, via un article, tout ça. Moi j'ai toujours trouvé ces réponses super pratiques pour comprendre l'évolution de mon business, comment il grandissait et comment je pouvais améliorer ma communication du coup. Et au final, la qualité et la pertinence de votre formulaire de contact va vous éviter de recevoir des emails d'une ligne demandant juste dispo pour un shooting et va vous éviter de nombreux allers-retours inutiles. En plus, en valorisant votre temps et celui des prospects, ils vont se sentir compris, écoutés et rassuré. Il faut en effet se souvenir que souvent quand un client vous contacte, et pas forcément un particulier d'ailleurs, il attend que vous preniez les choses en main. C'est particulièrement vrai par exemple si vous êtes photographe de mariage, parce que si vous avez vécu la situation des dizaines de fois ou même juste 5 fois, ça sera toujours beaucoup plus qu'eux qu'ils la vivent peut-être pour la première fois. En fait, montrez-leur que vous êtes à même de les guider et ce sera un vrai bon point pour vous. Bon, du coup, c'est génial, vous avez un super site qui raconte qui vous êtes, qui montre votre travail, qui détaille vos formules et peut-être même vos prix, et vous avez carrément un formulaire de contact qui anticipe plein de choses. Mais qu'est-ce qui pourrait encore plus faciliter votre communication avec ses clients et prospects? Eh ben, une FAQ. Donc, troisième chose à faire pour optimiser la communication, c'est justement d'anticiper les questions potentielles et d'y répondre dans une FAQ. Fort question, ou Frequently Asked Questions en anglais, est l'endroit parfait pour anticiper à la fois les questions qu'on pourrait vous poser et répondre une fois pour toutes à toutes les questions qu'on vous pose déjà souvent. Du coup, pour choisir vos questions, vous pouvez bien entendu tenter de vous mettre à la place du prospect. C'est d'ailleurs pour ça que poser soi-même ou être client soi-même, c'est pas idiot. Moi, par exemple, j'ai déjà plusieurs expériences en tant que modèle et ça m'aide pas mal à comprendre les questions et les peurs potentielles des modèles et des clients du coup. Vous pouvez aussi, pour choisir vos questions, vous baser sur les questions que vous avez déjà reçues à un moment ou un autre. Et vous pouvez aussi vous inspirer des FAQ d'autres sites. Mais attention, pas de copier-coller évidemment. De 1 parce que ça n'a aucun intérêt, de 2 parce que c'est pas du tout respectueux de la personne qui a passé du temps à l'écrire, et de 3 parce que cette personne, elle pourrait vous poursuivre légalement et que vous avez franchement déjà assez de choses à gérer comme ça. L'idée que je suggère, c'est plutôt en fait se dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça et du coup il faudrait que je la mette dans ma FAQ », ça n'a rien à voir avec un CTRL-C, CTRL-V. Du coup, vous allez répondre à des questions du genre « Est-ce que je peux booker un shooting si jamais j'ai jamais posé auparavant ?» ou « Est-ce que je peux venir accompagner ?» Et la réponse est oui. Ou encore « Qu'est-ce qui se passe si je dois annuler une prestation? Ou vais-je recevoir les photos non éditées? » Et la réponse est non, sauf si vous envoyez au client les basses résolutions pour qu'il fasse sa sélection, et dans ce cas-là, spécifiez bien en contrat qu'il n'a pas le droit de les publier. Bref, la FAQ, c'est un must, qui, comme le formulaire, non seulement fait gagner du temps, mais en plus rassure énormément. Alors, il y a plein d'autres attitudes, bonnes pratiques et astuces qui vont encore plus loin pour encourager, solidifier vos relations prestataires-clients, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, je me suis surtout concentrée sur le site web, et encore, sans être exhaustive, parce qu'il y a tellement plus de choses à dire. Parce que c'est vrai qu'on aurait envie de croire que seule la qualité du travail photographique compte quand on essaye juste de se faire connaître ou de gagner sa vie avec sa passion. On a envie d'y croire. Mais la vérité, c'est que même si ça aide, évidemment, de faire les choses bien, et que plus notre travail est unique, moins le client intéressé sera difficile à séduire, moi, de ce que j'ai vu de mon expérience, sans un minimum de proactivité, la sauce prend rarement. Et de moins en moins. Évidemment, c'est jamais qu'une question de site web, de présentation, de communication, d'organisation, de démarche, et même de personal branding. Tout ça, ce sont que des outils pour réaliser votre potentiel. Et donc si au fond de vous, vous êtes encore perdu et pas très sûr de là où vous voulez aller, si vous avez un objectif un peu vague du genre gagner votre vie avec la photo, ces conseils ne seront pas suffisants. Il faut faire les choses dans l'ordre, ou au moins en parallèle, parce que trouver votre voie et développer votre business sont deux démarches, bien que compatibles, très différentes malgré tout. Et vous l'avez compris, sur ma chaîne, je m'adresse surtout aux âmes d'artistes et aux passionnés, aux créateurs qui veulent réussir à s'épanouir dans leur métier et ou leur passion photographique avant tout. Et vu que vous êtes encore là à m'écouter blablater, je vous soupçonne d'avoir ce rêve de vibrer, de réussir et de devenir ce photographe qui vous ressemble de façon confortable et durable dans un monde où on juge rarement les gens pour
ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils accomplissent, et où on les évalue en fonction de leur réussite, mais encore plus en fonction de leurs échecs. C'est pas facile, mais ici on se soutient. Et en attendant les futures vidéos, parce que c'est la fin, je vous invite comme toujours à partager vos expériences et à me poser vos questions en commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance évidemment, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans un autre genre, beaucoup plus poétique, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, c'est celle que j'ai préféré publier sur ma chaîne, et j'en profite d'ailleurs pour dire un énorme merci à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, parce que c'est incroyable. En tout cas maintenant je vous dis, salut les boudins!